Et si, un matin, l'Afrique disait non? Imaginez la scène. Nous sommes le 1er octobre de l'an 2025, dans la grande salle de l'Organisation des Nations Unies à New York. Les projecteurs illuminent le marbre, les caméras du monde entier sont braquées sur un homme qui s'apprête à défier l'ordre établi. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso se lève lentement, le regard déterminé. Il inspire profondément, puis lance d'une voix grave, pesante de sens. L'Afrique ne vous doit rien. Un silence de plomb s'abat sur les rangées de diplomates. Les visages se figent, les chuchotements s'éteignent. Seuls résonnent les échos de cette déclaration radicale. Dans les couloirs, un nom s'invite discrètement dans les conversations. Thomas Sankara. Ce n'est pas un simple discours, c'est un séisme, le réveil d'un continent, le retour d'une audace que les puissants croyaient enterrée. Pourquoi ces mots produisent-ils autant d'effets? Parce qu'ils brisent un tabou vieux de plus de 60 années, celui de la dette africaine présentée comme une fatalité. Depuis l'indépendance, l'Afrique n'a cessé de payer. Payer des intérêts, payer des sacrifices, payer le prix de réformes imposées au nom d'un développement qui, bien souvent, n'est jamais venu. L'Afrique a payé en infrastructures sacrifiées, en services publics dégradés, en souveraineté amputée. Cette fois, le président Traoré ne se contente pas de demander, il accuse. Il place le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Occident tout entier, sur le banc des accusés sous l'œil des caméras du monde entier. L'Afrique ne vous doit rien. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est le cri de ralliement d'un continent lassé de payer pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Mais c'est aussi un pari dangereux. Défier l'ordre financier mondial, c'est risquer l'isolement, les sanctions, l'effondrement économique. Cependant, le silence coûterait encore plus cher. Derrière la dette, il y a la dignité de plus d'1 milliard d'Africains et leur droit fondamental à choisir leur destin. Ce matin-là, entre les drapeaux du monde entier, l'Afrique a dit non. Ce refus n'est pas qu'un acte de bravade, c'est peut-être le début d'une révolution, ou la promesse d'une tempête. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre la puissance du geste d'Ibrahim Traoré, il faut remonter le fil de l'histoire. Depuis plus de 4 décennies, les pays africains vivent au rythme des plans d'ajustement structurel, de l'austérité imposée et des privatisations dictées par les bailleurs de fonds internationaux. Ce qui aurait dû être une solution temporaire s'est transformé en piège durable. La dette, au lieu de financer le développement, est devenue une chaîne, un cercle vicieux dont il semble impossible de s'échapper. Prenons l'exemple du Ghana et de la Côte d'Ivoire, 2 géants agricoles d'Afrique de l'Ouest. Dans les années 80, poussés par le FMI et la Banque mondiale, ces pays privatisent leur industrie du cacao, jadis moteur de prospérité. Les multinationales accaparent la filière, fixant les prix, imposant leurs normes. Les paysans, eux, continuent de travailler la terre, mais voient leurs revenus s'effondrer. Le cacao quitte l'Afrique, les profits aussi. Les villages s'appauvrissent, les enfants quittent l'école pour aider leurs familles à survivre. Ce schéma se répète ailleurs. Pour obtenir de nouveaux prêts, il faut réduire les dépenses publiques. Au Mali et au Sénégal, cela s'est traduit par la fermeture d'écoles, la suppression de postes d'enseignants, la dégradation des hôpitaux. Des générations entières ont été sacrifiées sur l'autel du remboursement de dettes qui n'ont jamais permis de construire l'avenir promis. Les exemples ne manquent pas. Au Bénin, la suppression de subventions agricoles a provoqué une chute de la production vivrière. Au Togo, la vente forcée des sociétés d'État a abouti à la perte de milliers d'emplois. Le Nigeria, le géant démographique et économique du continent, n'a pas été épargné. En 1986, le FMI impose une dévaluation du naira. Du jour au lendemain, la monnaie nationale perd plus de la moitié de sa valeur. Les importations deviennent inabordables, l'inflation explose, la classe moyenne disparaît. Des millions de Nigérians sombrent dans la pauvreté. Cette situation a été vécue comme une humiliation nationale, un effondrement programmé. Au Libéria ou en Sierra Leone, l'endettement n'a fait qu'aggraver le chaos. Les prêts s'accumulent, mais rien ne change dans la vie quotidienne. Routes défoncées, écoles délabrées, hôpitaux déserts.
Les profits issus du bois, du diamant ou du fer quittent le continent, alimentant des comptes à l'étranger. Les populations, elles, héritent d'une montagne de dettes et d'un avenir incertain. Au Burkina Faso, l'histoire se répète. Plutôt que d'investir dans la transformation locale de l'or ou du coton, les politiques imposées poussent à exporter la matière première sans valeur ajoutée. Les lingots traversent les frontières, la richesse s'évapore, les communautés restent pauvres. L'économie tourne à vide, prisonnière d'un système conçu ailleurs. Le Niger, quant à lui, a vu ses secteurs vitaux passer sous contrôle étranger. Les télécommunications, l'énergie, l'eau, tout a été privatisé sur injonction du FMI. Résultat, la souveraineté nationale s'effrite. Les prix montent, l'accès aux services essentiels devient un luxe. Le pays, autrefois maître chez lui, se retrouve soumis aux intérêts d'actionnaires lointains, insensibles aux réalités locales. Persister dans cette voie, c'est accepter la paupérisation, la fuite des cerveaux, la perte de sens collectif. Plus qu'un enjeu financier, c'est la dignité et la souveraineté qui sont en jeu. Le débat ne porte plus seulement sur des pourcentages de croissance, mais sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Face à cette spirale, un nouveau langage émerge. Le président Traoré ose poser la question qui dérange. La dette, à qui profite-t-elle vraiment? Quand le silence du Fonds monétaire international devient plus assourdissant que 1000 discours, c'est qu'un point de bascule a été franchi. Ce 1er octobre 2025, Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris la parole, il a lancé un défi frontal à la finance mondiale. Face aux délégués du FMI, sidéré, il énumère ce qu'il appelle les 7 crimes commis contre l'Afrique. Premier crime, l'endettement sans fin. Des générations entières condamnées à rembourser des dettes contractées sur la base de promesses illusoires. Du Ghana à la Côte d'Ivoire, les budgets nationaux sont saignés par le service de la dette, pendant que les écoles restent vides et les hôpitaux sans médicaments. Pour illustrer, en 2023, le Ghana a consacré près de la moitié de son budget au remboursement de la dette, laissant moins d'un quart pour l'éducation et la santé. Deuxième crime, les privatisations forcées. L'industrie du cacao, jadis fierté du Ghana, a été arrachée aux cultivateurs pour grossir les profits de groupes étrangers. Les promesses d'efficacité ont sombré dans la réalité d'une exploitation accrue et d'une misère rurale. Un exemple frappant. La privatisation de la filière a réduit le revenu moyen des producteurs de plus de 30% en 10 ans. Troisième crime, les coupes dans les budgets sociaux. Au Mali et au Sénégal, la pression du fonds a fermé des centres de santé, supprimé des milliers de postes d'enseignants, fragilisé le tissu social. Les filets de protection sont devenus des gouffres, engloutissant des millions de vies. À Bamako, une étude a montré que le taux d'abandon scolaire a doublé dans les quartiers populaires entre 2010 et 2020. Quatrième crime, la dévaluation imposée. Le Nigeria, en 1986, a vu sa monnaie s'effondrer sur ordre du FMI. En quelques semaines, la classe moyenne a disparu, les prix ont explosé, la misère s'est installée. En 3 mois, le prix du riz a triplé, provoquant des émeutes et une perte de confiance durable dans les institutions. Cinquième crime, des prêts à des régimes corrompus. En Sierra Leone et au Libéria, l'argent du fonds a gonflé les comptes de dirigeants compromis. Les populations, elles, héritent de dettes insurmontables et d'un avenir brisé. Entre 1980 et 2000, près de la moitié des prêts consentis ont fini détournés, selon la Banque africaine de développement. Sixième crime, l'exploitation des ressources sans développement. Au Burkina Faso, au lieu de bâtir des industries locales, l'or brut file à l'étranger sous la pression du fonds. Les profits s'évaporent, les terres s'épuisent, la pauvreté résiste. À Ouagadougou, malgré 10 années de croissance minière, le taux de pauvreté n'a pratiquement pas baissé. Septième crime, la perte de souveraineté. Au Niger, l'ouverture forcée des secteurs stratégiques à des investisseurs étrangers a dilué le contrôle sur l'électricité, les télécommunications, l'eau, jusqu'à l'avenir du pays. Sous couvert d'aide, c'est l'indépendance même qui s'efface. Les décisions stratégiques sont aujourd'hui prises à Paris, à Londres ou à Pékin, rarement à Niamey. Chaque point est illustré par des faits, des chiffres, des exemples concrets.
À mesure que Traoré égrène cette litanie, les diplomates africains se lèvent un à un. Les délégations du Mali, du Niger, de la Guinée, du Tchad, du Togo, du Cameroun et du Bénin applaudissent, brisant la torpeur. Cette scène évoque le congrès de Bandung en 1955, quand l'Asie et l'Afrique ont affirmé leur rejet du colonialisme. C'est la naissance d'un nouveau front africain, une unité retrouvée dans l'épreuve. La réaction du front est glaciale. Les représentants détournent le regard, restent silencieux. Leur mutisme pèse comme un aveu devant les caméras du monde entier. Ce n'est plus seulement un débat économique, c'est un procès politique et moral qui se joue sous les yeux de la planète. Dehors, en Afrique, cette parole libérée provoque une onde de choc. À Ouagadougou, Bamako, Niamey, Conakry, mais aussi à Abidjan, Dakar, Douala, Lomé et Libreville, slogans et pancartes fleurissent. Les artistes peignent des fresques, les rappeurs créent des refrains, les poètes déclament sur les marchés. Les réseaux sociaux africains explosent de hashtags et de vidéos virales, d'Ida Afrique debout, Ike liberté ou misère, fier mais affamé. C'est une Afrique debout qui se découvre dans ce geste. Pour la première fois depuis des décennies, la dignité collective dépasse la peur de l'isolement. On se serre les coudes, on partage, on rêve d'un avenir dont personne d'autre ne dictera le cours. Un sentiment de fierté, de solidarité, traverse les frontières. L'écho de cette déclaration nourrit une solidarité nouvelle, un espoir que même les plus pessimistes n'osent plus balayer. Mais derrière cette euphorie, le danger est réel. Défier le fond, c'est s'exposer à une répression économique implacable. Hausse des taux d'intérêt, coupure d'aide, menaces sur les importations. Le prix de la liberté peut être immense. Le spectre d'une crise alimentaire ou d'un effondrement économique plane plus que jamais. Pour comprendre la gravité du risque, il suffit de regarder l'histoire. En 1979, l'Iran a défié l'Occident en nationalisant son pétrole. Résultat, un embargo, une déstabilisation économique, une décennie de chaos. En 1982, l'Argentine refuse de rembourser sa dette. L'accès aux marchés financiers se ferme, le peso s'effondre, la population subit une inflation galopante. L'Afrique pourrait connaître un sort similaire si l'unité ne tient pas. Face à cette incertitude, le continent doit choisir, reculer devant la menace ou maintenir ce front uni envers et contre tout. Le choix de l'indépendance aura un prix, mais l'alternative, le retour au silence, semble désormais inenvisageable pour la jeunesse africaine. Le prix de la dignité sera-t-il celui de la faim? Depuis le discours d'Ibrahim Traoré, un vent de révolte soulève tout le continent. Les foules se rassemblent, les universités débattent, les cortèges défilent, les réseaux sociaux vibrent d'un nouvel espoir. Des jeunes, des femmes, des travailleurs s'organisent, créent des collectifs, lancent des appels à la solidarité. La jeunesse ose croire en un avenir commun, célébrant une parole arrachée aux chaînes invisibles de la dette. Mais déjà, l'orage menace. Les investisseurs étrangers paniquent, annoncent leur retrait. Les agences de notation dégradent la note des pays africains, prédisant la hausse du coût du crédit. Les médias occidentaux évoquent le risque de chaos, de famine, de flux migratoires incontrôlés. Derrière l'euphorie gronde le spectre d'un isolement brutal. Sanctions économiques, restrictions bancaires, suspension des aides vitales. Pourtant, l'élan traverse les océans. La diaspora africaine se mobilise, surtout dans les universités américaines et européennes, où les débats s'enflamment. Certains dénoncent la responsabilité historique de l'Occident. D'autres pointent du doigt la Chine et ses créances opaques. Mais partout, le même cri retentit. Il faut inventer des solutions africaines, bâtir une autonomie économique. Une idée fait son chemin, créer un fonds de souveraineté africain. Alimenté par l'épargne de la diaspora, les recettes des matières premières, des taxes sur les transferts financiers, ce fonds servirait à financer des projets locaux, à investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures. L'initiative séduit la rue, mais inquiète les anciennes puissances. Washington, Paris, Bruxelles multiplient les avertissements, craignant qu'un tel projet ne fasse école ailleurs. La Chine et la Russie flairent l'opportunité.
Pékin propose déjà des crédits alternatifs, des investissements dans les infrastructures, des accords de troc. Moscou avance ses pions diplomatiques, multiplie les sommets et les visites officielles. L'équilibre géopolitique vacille. Derrière chaque offre se cache un enjeu d'influence, une bataille pour l'avenir du continent. Dans ce contexte, le souvenir de la conférence de Bandung ressurgit. En 1955, l'Asie et l'Afrique s'unissaient contre le colonialisme. Aujourd'hui, l'Afrique seule tente de renverser la table. Mais l'histoire enseigne que la victoire dépendra de l'unité, de la stratégie et de la capacité à ne pas reproduire les erreurs du passé. Une angoisse sourde s'installe. Et si la révolution basculait dans la crise? Si les sanctions se durcissaient, l'Afrique pourrait voir ses marchés s'effondrer, ses importations de blé, d'engrais, de vaccins s'arrêter. Le choix est cruel. Céder à la pression ou risquer la pauvreté et la faim. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. Le continent joue sa place dans l'histoire, mais aussi la survie quotidienne de millions de femmes et d'hommes. Pour éviter le piège, certains proposent des stratégies concrètes. Par exemple, renforcer les échanges commerciaux intra-africains, développer des monnaies régionales pour limiter la dépendance au dollar ou à l'euro, créer des chaînes de valeur locales. Le Kenya a déjà lancé une zone franche industrielle à Mombasa pour transformer localement le thé ou le café, réduisant la dépendance aux acheteurs étrangers. D'autres suggèrent de mobiliser la diaspora pour investir dans les PME africaines, à l'image du fonds African Diaspora Investment Fund, créé par des entrepreneurs nigérians à Houston. Au Sénégal, des coopératives agricoles innovent en contractualisant directement avec des supermarchés locaux, contournant les exportateurs traditionnels. La société civile s'organise. Au Bénin, des collectifs citoyens surveillent l'utilisation des fonds publics, publient des rapports transparents, forcent les autorités à rendre des comptes. Au Cameroun, des plateformes numériques permettent aux agriculteurs de fixer leurs prix, d'accéder à des financements participatifs, d'échapper aux intermédiaires. Mais chaque solution révèle ses limites. La faiblesse des institutions, le manque de formation, la corruption rampante, la pression des lobbies, le risque de répression, de division, de récupération politique, plane en permanence. La transition doit être pensée, structurée, accompagnée. Le vrai danger, c'est la précipitation. L'élan collectif pousse à tout vouloir changer immédiatement, mais toute révolution a besoin d'une stratégie solide. Sans organisation, la révolte risque d'être récupérée, voire écrasée par des forces extérieures. La dignité seule ne remplit pas les assiettes. Elle doit s'arrimer à des solutions économiques tangibles. Pour transformer la colère en progrès durable, il faut innover. Créer des modèles africains de financement, mobiliser la diaspora, tisser des réseaux de solidarité, investir dans le savoir et la technologie. Rester lucide face aux promesses trop belles, privilégier la transparence, explorer de nouvelles voies institutionnelles. Le Rwanda a ainsi réussi, en 20 ans, à tripler son taux de scolarisation, grâce à une politique volontariste et un contrôle strict des dépenses publiques. Si la transition échoue, le rêve de dignité risque de se transformer en cauchemar de privation, brisant l'espoir né ce 1er octobre 2025. Refuser la dette, bien sûr, mais refuser la misère, plus encore. Seule l'alliance de la solidarité, de la vigilance citoyenne et de l'audace créatrice pourra conjurer le retour du cycle des crises. La question demeure: comment transformer l'élan pour la dignité en solution viable? Les regards se tournent vers les prochaines décisions, qui pourraient bouleverser l'avenir du continent. Pour sortir du piège, certains recommandent des mesures immédiates. Renégocier collectivement les dettes, à l'image du Club de Londres, mais en imposant des conditions africaines. Lancer une campagne mondiale pour l'annulation des dettes odieuses, en mobilisant les ONG, les églises, les intellectuels. Promouvoir le Made in Africa, en soutenant les industries culturelles, la mode, la gastronomie, pour affirmer une nouvelle fierté continentale. Éduquer les citoyens à l'économie et à la politique, pour éviter les manipulations et renforcer la conscience civique. Mutualiser les ressources stratégiques, créer des alliances pour le gaz, le pétrole, les minerais, afin de peser dans les négociations internationales.
Ces pistes ne sont pas des solutions miracles, mais des leviers pour reprendre la main. Elles s'inspirent de ce qu'ont fait d'autres régions du monde. L'Asie du Sud-Est, par exemple, a développé le concept d'ASEAN pour peser face aux géants. L'Amérique latine a tenté, avec Mercosur, de créer un marché commun. L'Afrique peut s'inspirer de ces expériences tout en inventant ses propres voies. Mais le dilemme demeure. Comment avancer sans basculer dans le chaos? La réponse viendra-t-elle des élites, des mouvements populaires, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs ou d'une alliance inédite entre tous ces acteurs? Ce premier jour d'octobre de l'an 2025, une faille s'est ouverte au sommet du pouvoir mondial. Ibrahim Traoré n'a rien offert d'autre qu'une vérité nue. L'Afrique ne doit plus rien à personne. Ni excuse, ni intérêt, ni soumission. On pourrait balayer ces mots comme un accès de colère. Pourtant, c'est bien plus. Un acte de rupture, un refus de continuer à être complice de sa propre exploitation. Ce n'est pas seulement la dette qui est rejetée, c'est l'idée même d'une domination éternelle, ce cycle où l'Afrique mendie ce qu'on lui a volé. Assister sans réagir, c'est accepter que la dignité soit négociée, que l'histoire africaine s'écrive sans ceux qui la vivent. C'est croire que la peur de la crise, de l'isolement, des sanctions, doit l'emporter sur la volonté d'exister debout. Mais agir, c'est autre chose. C'est prendre le risque de l'inconfort, de la perte, mais c'est aussi accepter la possibilité d'un avenir transformé. L'audace de Traoré n'est pas un cri dans le vide, c'est une invitation lancée à tous. Sommes-nous prêts à soutenir une Afrique qui exige d'écrire sa propre histoire? Ce choix n'est pas réservé aux dirigeants. Il appartient à chaque citoyen, chaque voix, chaque main refusant de signer aveuglément. L'indépendance ne se donne jamais, elle s'arrache, elle se construit, chaque jour, par nos actes et nos renoncements. Le monde retient son souffle, décortique, hésite. Mais l'histoire ne s'écrit pas avec les prudents ou les absents. Agir, c'est tracer la suite. Subir, c'est se condamner à répéter l'échec. Devant ce carrefour, chacun doit répondre. Voulons-nous rester spectateurs d'une éternelle répétition ou devenir les artisans d'une rupture sans retour? Maintenant que les lumières de l'ONU s'éteignent, la vraie bataille commence. Car c'est loin des caméras, dans la réalité nue, que se joue